Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à cette rencontre dans le cadre du 46e Festival du cinéma américain de Deauville, une rencontre avec le cinéaste Barbet Schroeder. Barbet Schroeder qui est donc, comme vous le savez, le lauréat du prix du 46e Festival du cinéma américain de Deauville. Et pour animer cette rencontre, je vais également appeler nous rejoindre ici, sous vos applaudissements, le journaliste positif, également journaliste au Cercle Critique de Cinéma, Philippe Rouillet. Mesdames et messieurs, merci de les accueillir. Philippe Rouillet et Barbet Schroeder. Et avant que cette rencontre commence, je vous rappelle que pour poser une question, il vous faudra lever la main et ensuite parler dans le micro que nous n'allons pas vous remettre. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente rencontre. Merci. Bonjour à tous, merci David, merci à vous d'être là. Alors, cette rencontre va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais converser avec Barbet Schroeder de sa période américaine. On est là pour parler de ce grand moment de sa filmographie. Et puis, dans un deuxième temps, je vous laisserai la parole et, comme l'a dit David, un micro circulera pour que vous puissiez directement poser vos questions à Barbet. Alors, avant de commencer, peut-être un mot pour ceux qui n'étaient pas jeudi soir à l'hommage, rappeler qui il est, parce qu'on va beaucoup parler de la période américaine, qui est entre Barfly 1987 et Calcul meurtrier en 2002, mais il faut quand même dire qui est Barbet Schroeder. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement quelqu'un qui, comme ça, va faire 15 ans de cinéma à Hollywood. Je veux dire, vous êtes là face à... Il ne va pas être content si je dis ça, mais une sorte de monstre sacré, je sais pas, c'est quelqu'un qui crée au début des années 60 les films du Losange, hein, la fameuse maison de production et de distribution en France, qui se retrouve à produire les premiers Eric Rohmer. Il va être l'assistant d'Eric Rohmer, il va être son interprète dans La Boulangère de Monceau. Parallèlement, il va lui-même commencer à réaliser un film, son premier long métrage, c'est Mort, en 1969. On pourrait dire que c'est une histoire de femme fatale en t-shirt à Ibiza, mais en même temps, c'est un film qui est devenu complètement culte, avec tout ce que ça évoque par rapport à la drogue, les Pink Floyd. Et puis, chez Barbet Schroeder, il y a un côté citoyen du monde, explorateur. Son deuxième film, c'est La Vallée, qui va tourner en Nouvelle-Guinée. Il embarque toute une équipe, je veux dire, aux confins du monde. Et c'est un moment... peut-être aussi qui est très marqué par les années 70, il y a des films au même moment comme Aguirre, ou après il y aura Apocalypse Now de Coppola, des films dont le tournage et les stigmates du tournage se retrouvent dans le film. C'est-à-dire que l'histoire de la production de La Vallée est déjà en soi une aventure. Et effectivement, le film qui en ressort est forcément marqué par ça. Il y aura après le fameux portrait de Idi Amin Dada, qui est là aussi une histoire absolument incroyable. Barbet Schroeder va faire un film avec Amin Dada, qui à ce moment-là est dictateur en poste. Enfin, lui, il ne se considère pas forcément comme dictateur, mais je veux dire, le film est incroyable. Le film est à la fois un documentaire et une comédie. Et puis il y a Maîtresse en 1976, qui à l'époque est une sorte de pavé dans la mare du cinéma français, parce qu'on y montre les pratiques sadomasochistes de manière extrêmement documentée. Et ça, il y aura toujours ça dans le cinéma de Barbet Schroeder, le côté fictionnaliser les documentaires, documenter les fictions. C'est quelque chose qui est très important. Et avant ma première question, c'est que, bon, vous êtes donc né à Téhéran, mais vous avez grandi en Colombie, et puis vous installez à Paris à 12 ans, et c'est là que vous allez devenir extraordinairement cinéphile. C'est là que vous allez découvrir le cinéma, et finalement, alors que vous découvrez tout, Bergman, Fellini, Rossellini, le cuirassé Potemkin, votre cinéma d'élection, ça va être le cinéma américain. Alors, pourquoi, jeune homme, tout d'un coup, c'est le cinéma américain qui, de tous les cinémas du monde que vous pouvez voir à Paris, est votre préféré? Alors, le micro. Alors, bon, en fait... Je me souviens de 2 rétrospectives, et maintenant je mentionne que la deuxième,
Mais il y en avait deux qui m'ont vraiment profondément marqué à vie. C'était à la Cinémathèque, c'était la rétrospective Mizoguchi, suivie immédiatement de la rétrospective Howard Hawks. Et donc, Howard Hawks, c'était vraiment une expérience extraordinaire de le voir en rétrospective, parce que c'est là où on voit vraiment complètement la permanence de la mise en scène, des thèmes. C'est comme ça qu'on doit découvrir en principe un cinéaste, surtout quelqu'un d'aussi discret que Howard Hawks. C'est ça, c'est-à-dire que justement, là, vous choisissez, enfin il se trouve que Howard Hawks, c'est un des cinéastes dont la mise en scène est la plus discrète, c'est le contraire d'un Orson Welles. Voilà, oui. Et cet aspect-là vous intéresse particulièrement? Cet aspect-là et son aspect ironique aussi. Et c'est ça qui m'a énormément rapproché de Rohmer aussi, parce que c'était ça qui était c'était pratiquement ce qui était le plus important pour Rohmer. Et on imagine que c'est une période de plein bouillonnement, il y a le mouvement des ciné-clubs, vous êtes proche des McMahoniens. Oui, je suis de cœur proche des McMahoniens et de Rissian, et en même temps, je vais tout le temps voir les nickelodeoniens qui étaient opposés, qui étaient autour de Bertrand Tavernier. Mais enfin, c'était des discussions sans fin à la fin des films entre les fanatiques. Oui, donc ça, c'est très excitant de faire partie de groupes de discussion interminables à la sortie des films. Et à ce moment-là, vous avez envie de mettre en scène, vous? Ah oui, ça m'est venu, en fait, justement, à force de discuter, l'heure passait et on passait 1h du matin. Si on passait 1h du matin, il fallait rentrer à pied chez soi. Et donc, 2 nuits de suite, je suis rentré à pied chez moi. Et je sais que c'est la 2e nuit que j'ai décidé, j'ai dit, bon, c'est ça que je vais faire. Et voilà. Alors là, pour moi, ça a été tellement simple, il suffisait de suivre l'illumination, la décision, ce que j'ai eu à ce moment-là. Mais l'époque, c'est celle de la nouvelle vague, vous arrivez juste, c'est juste à ce moment-là, et alors que tous ceux qu'on connaît, qui sont les jeunes Turcs, qui sont la bande des Cahiers, que vous fréquentez, qui sont vos amis, eux passent à la réalisation, et vous allez prendre la production, comment ça se fait? Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma était un art d'adulte, c'était pas du tout un art pour personnes jeunes, comme par exemple la musique. J'ai pensé que c'était un art de la maturité, comme l'architecture aussi. Et donc, j'ai regardé quand les grands cinéastes que j'aimais avaient fait leur premier film. J'avais le temps. J'avais le temps d'apprendre. Et le meilleur temps d'apprendre, c'est d'être l'assistant des gens avec qui on travaille, qui soient de qualité. Et donc j'ai eu la chance d'avoir pour maître Éric Rohmer et tous les autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé à ce moment-là. Mais l'idée d'avoir aussi une maison de production, c'est aussi maîtriser l'outil. Oui, c'est-à-dire que moi je lisais toujours des histoires horribles de gens qui se battaient avec leurs producteurs, des producteurs qui voulaient imposer des trucs sur des films et tout ça. Et donc je dis oui, ça c'est un truc, il faut avoir un instrument qui soit prêt pour pouvoir se replier si jamais il y a trop de problèmes ou si possible contrôler un peu plus le film qu'on fait. Mais d'emblée, vous avez envie de faire des films à Hollywood ou En fait, oui. Oui, parce que mon premier film, c'est un film américain, c'est un film en anglais, avec Mort, oui, qui a eu énormément de succès, avec Mimsy Farmer, qui était une vedette, entre guillemets, américaine. Elle avait fait des films qui m'avaient beaucoup marqué, enfin, ses rôles, je l'ai trouvé extraordinaire dans ces films, des films de Roger Corman, qui étaient des films de série Z, des films d'exploitation, mais c'était quand même pas mal, Roger Corman, et elle était très bien. Et donc j'avais une star américaine, des financiers américains, des gens qui avaient travaillé à la Warner, et voilà.
Et en fait, avant même Barfly, j'allais dire, vous taquinez le cinéma américain. Oui. En fait, vous auriez dû réaliser à la fin des années 70, votre premier long métrage de fiction américain, ça aurait dû être Coco, avec le singe qui parle. Ah, ça c'est une autre histoire, oui, 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 absolument. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais dû même réaliser un autre film américain qui était La Vallée. C'était une histoire de jonque chinoise. Et j'avais les acteurs. Du Living Theater, c'est ça? Le Living Theater, qui était donc une équipe de 20 personnes sur une jonque chinoise qui cherchait une île qui avait été rajoutée par un capitaine illuminé, qui avait été rajoutée sur la carte. Et donc, au passage, ils s'arrêtaient à Bornéo et ils faisaient monter leur jonque un petit peu la rivière et ils allaient dans les longues maisons des gens, des Dayaks de Bornéo. Et donc moi j'ai fait tous les repérages, j'ai été donc voir tous ces Dayaks, j'ai cherché une jonque chinoise, etc. Et puis, donc c'était en anglais puisqu'il y avait le Living Theatre. Et puis, alors maintenant je ne me rappelle plus de son nom, il y avait une actrice que j'ai contactée. Charlotte Rampling. Ouais, ben c'est tout. et donc c'était un film américain ça aussi. Et j'ai été à New York, on m'a dit non, il faut retravailler le scénario, etc. Et puis j'ai compris que j'y arriverais jamais parce que quand j'ai été voir des gens, ils m'ont dit, vous savez, nous on n'aime pas ça, tourner à l'autre bout du monde dans un truc qu'on ne contrôle pas, tourner sur l'eau dans un bateau, tout ça. Enfin bon, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de chance. Et puis j'ai rencontré Bulogier, et puis voilà, c'était beaucoup mieux de faire 6 personnes dans une jeep à la recherche d'une vallée que 20 personnes sur une jonque à la recherche d'une île. Voilà, j'ai adapté exactement le projet. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est déjà à l'image de votre carrière, c'est-à-dire un côté très pragmatique? Il y a ce que vous avez envie, et puis tout d'un coup, vous voyez ce qui est possible, et plutôt que de se dire, oh, bah, le film va pas se faire, et ben, on l'aménage pour pouvoir faire quand même un film qui est très personnel. Oui, et puis, en fait, à la réflexion, c'est ennuyeux d'être sur l'eau tout le temps sur tout un film. Tandis que là, on avance dans des paysages invraisemblables avec des gens qui n'ont... même les gens qui sont filmés dans le film sont des gens qui n'avaient jamais vu de près une femme blanche. Ils avaient vu des gens à partir des années 50, ils avaient vu leur premier blanc, je parle des hauts plateaux. Tous les gens qui sont filmés, qui sont donc des gens... Nestor Almendros était complètement ahuri, il disait mais c'est vraiment l'âge de la pierre, c'est-à-dire qu'ils avaient à la taille une hache en pierre. Donc c'était l'âge de pierre et c'était extraordinaire, vraiment bouleversant comme expérience. Et vous êtes d'accord pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que le tournage du film, l'aventure du film, est déjà une aventure en soi? Oh ben oui, ça je dois dire que c'était quand même assez dément parce que donc c'était des gens qui étaient dans une Land Rover. Et puis, plus ou moins, le tournage, on se déplaçait avec la même Land Rover, il y en avait une de plus pour l'équipe, mais l'équipe, c'était tous les acteurs, il y avait une des personnes qui était la script, et puis il y avait en tout, il y a une photo du tournage, il y avait en tout 12 personnes, y compris moi. Voilà. Et le film, non, alors là, j'étais le plus fier de tout, c'est que je voulais le film en cinémascope couleur. Son direct, pour moi le son direct était devenu l'essentiel, c'était avec Romain, on avait découvert le son direct, Jean-Pierre Bru, qui est un immense ingénieur du son, donc il n'y avait pas un plan de la vallée qui ne soit pas en son direct. C'était un autre principe absolu. Donc tout ça c'est des projets assez délirants, parce que quand on voit le film, on voit que c'est tourné dans des endroits vrais. Alors, ce qui était insensé, c'est que pour pouvoir tourner en son direct, il fallait avoir des blimps. Et un blimp, Une question sur la caméra. c'est un caisson métallique qui va sur la caméra, qui est énorme. Et donc,
c'était quelque chose de pratiquement intransportable. Alors on avait des papous qui nous aidaient, on avait le papou qui transportait le blimp, et il était pieds nus, il était vêtu de feuilles, et il portait le blimp et il dérapait dans la boue à pieds nus, et c'était comme ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais l'aventure de Coco aurait pu être aussi extraordinaire, parce que Coco, c'est un gorille qui parle, enfin qui parle avec le langage des signes. Oui. Donc l'idée, ça aurait été de faire un film qui racontait, qui fictionnalisait son histoire. Voilà, c'est-à-dire que sur Coco, j'ai entendu que le gorille appartenait au zoo, qu'il avait été prêté à l'université, je ne me souviens plus le nom, je crois que c'est Stanford, enfin en Californie, oui. Et donc il avait été prêté à l'université à une jeune étudiante qui voulait faire l'expérience de voir si les gorilles, eux aussi, pouvaient apprendre le langage des signes et communiquer par le langage des signes. Pour moi, c'était une expérience absolument bouleversante, et l'idée que il y avait cette jeune fille qui avait fait ça, qui avait développé toute une affection, une relation maternelle avec ce jeune gorille, et que maintenant, c'était la crise, le zoo en était venu à menacer, enfin à vouloir récupérer son gorille en utilisant la police. Et donc, elle pensait à rentrer en clandestinité avec son gorille. Et moi, j'avais pensé plus loin, bon, bah, la clandestinité parfaite, c'est d'aller en Afrique. Et donc, c'est là où j'ai fait le scénario, et j'ai demandé j'ai trouvé un producteur, le plus grand producteur d'Amérique à cette époque-là, on ne faisait pas mieux, puisqu'il avait plein d'argent, il payait les films, et après il les distribuait. Alors que tous les autres films sont faits par des studios qui financent un film, etc. Là, il y avait un homme qui était le meilleur producteur. C'est lui qui avait fait Amadeus, c'est lui qui avait fait le Nid de Coucou. Enfin, bref, un producteur de génie extraordinaire, la chance inouïe. Mon premier film américain, c'était avec lui. Et lui, il était enthousiaste du projet, et il était d'accord, c'était dans la poche. Bon, il y a eu un problème, c'était un problème de négociation avec la jeune fille qui avait les patins sur ses cœurs. Alors, si on rentre dans l'histoire, ça devient extraordinaire, parce qu'il fallait absolument que le gorille ne soit plus la propriété du zoo. Donc, j'ai organisé, et là c'est là que ça devient vraiment de l'aventure, j'ai organisé une campagne avec le maire. J'avais au bar, il y avait un bar dans la ville qui était la meilleure amie du maire, et à travers elle, j'ai fait valoir cette situation dramatique de ce pauvre gorille, qu'il fallait permettre qu'il y ait une gorilla fondation qui possède le gorille. Et donc je me suis arrangé pour créer une gorilla fondation, que le gorille était racheté, etc. Et toujours sous le contrôle de cette jeune femme qui était comme la mère du gorille. Et puis, il y a eu un problème, c'est que cette jeune femme, elle a commencé la négociation en disant, mais le gorille, pour le salaire, Jack Nicholson, Donc au-dessus l'année de coucou, il a gagné combien? il est payé combien? Alors, nous on était très patients, on dit oui, bien sûr, non, on est très bien, très d'accord, payé, mais enfin, il était payé son prix, quoi. Il dit oui, mais c'est pas une question de prix, il était payé ça, mon gorille parle le langage des sourds-muets, et il n'y en a pas d'autres. Des acteurs pour remplacer Jack Nicholson, il y en a. Alors moi j'ai vu que c'était cuit, j'ai vu que tout d'un coup tout s'effondrait, et extraordinaire producteur, il a insisté, il a voulu faire encore un autre rendez-vous, il y croyait quand même, il y croyait plus que moi, il a plus insisté que moi j'ai vu que c'était cuit, et puis j'ai terminé par récupérer. Ce qui est terrible après tout ça, c'est que le producteur il m'a dit, ah oui, vous voulez récupérer ce qu'on a tourné, parce qu'on avait tourné des essais.
et pour voir comment il réagissait avec la caméra. Ah, vous voulez récupérer? Bon, ben ça vous coûtera tant, parce que j'ai dépensé tant. Hop, il a récupéré son argent, et moi j'ai récupéré le film. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé sur ce documentaire, et finalement, tout est bien qui finit bien, parce que la richesse de ce documentaire, la richesse de ce qu'il contient comme thème, etc., c'était impossible à mettre dans un film de fiction. Donc ça, j'ai vite compris et j'étais très enthousiaste de faire ça. Donc j'ai passé mon temps dans des réunions différentes avec tous les spécialistes du monde sur le langage des animaux, sur comment les dauphins peuvent appuyer sur certains claviers, etc. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le film trouve sa forme, et c'est à ce moment-là que vous découvrez l'univers de Bukowski comme écrivain. Voilà, comme j'ai tout fait ça à San Francisco, j'étais à la librairie City Light, qui est la librairie des poètes de l'époque là-bas, et j'ai commencé à prendre un livre de Bukowski, j'étais complètement sidéré, j'ai pris tous les livres les uns après les autres. Comme Hawks à la Cinémathèque. Tout Bukowski. Et j'ai dit, bon, ben c'est ça, moi je vais aller le trouver et on va faire un projet ensemble, c'est-à-dire je vais lui demander d'écrire quelque chose, je vais voir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire. Comme mon modèle à cette époque-là, c'était Alain Resnais. Oui. Alain Resnais qui choisissait des écrivains et qui faisait des films écrits par cet écrivain, qui faisait en collaboration avec un écrivain. Sans écrire lui-même une livre. Sans écrire. Voilà. Il dirigeait les scénaristes. Voilà. Et il l'a fait toute sa vie. Dirigerait ou choisissait. Après, si, un peu guidé dans l'écriture du scénario. Voilà. Oui. Et en fait, vous avez fait ça tout le temps. Oui. À Hollywood, vous avez continué avec à faire les ça. écrivains. Non, c'est-à-dire que là, avec des écrivains, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 films d'écrivains, ce que j'appelle les films d'écrivains, c'est-à-dire Bukowski, Nick Kazan et Fernando Vallejo aussi. La Vierge des tueurs. Voilà, la Vierge des tueurs. Ça, j'ai fait ce travail vraiment de ce que j'appelle des films d'écrivains. Les autres, c'est des travaux de scénario normal, où il y a quelqu'un qui écrit un scénario et on discute et voilà. Oui, mais voilà, il n'y a pas un moment où vous dites c'est moi qui vais écrire le scénario. Non. Vous prenez toujours un scénario. C'est-à-dire que j'essayais, moi, je faisais j'essayais. Et puis, après avoir travaillé avec Bukowski, j'ai découvert que c'était tellement mieux que tout ce qu'il pouvait faire par rapport au sujet, que c'était trop beau, j'ai arrêté d'avoir des ambitions d'écrivain. Alors, Mais non, mais ce film est totalement déprimant, c'est l'histoire d'alcoolique, c'est horrible. J'ai dit non, it's life affirming, ça va affirmer la vie, ça va être plein de vitalité, de vie, de joie. Oh bon non, je comprends pas, pour moi c'est totalement déprimant. Quelqu'un qui se détruit comme ça, c'est horrible, et il n'y avait pas moyen de convaincre qui que ce soit. Alors là, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à un producteur qui disait, bon, écoute, je suis d'accord, mais on doit pouvoir quand même introduire l'existence des alcooliques anonymes. J'ai dit, mais bon, on peut l'introduire, mais on ne peut pas l'introduire vraiment au cœur du film. Après ça, j'ai eu un autre truc qui était formidable. C'était un des plus grands et des plus sérieux, et même je l'avais rencontré déjà auparavant, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un très grand producteur qui avait vraiment du poids et de l'argent, et s'il disait je veux ça, qui m'appelle, qui me dit écoutez, même j'ai été le voir, il m'a dit écoutez, voilà, moi je trouve votre scénario formidable, c'était celui de Bukowski, formidable, je suis prêt à le tourner, sans changer une ligne. C'est formidable, c'est vraiment un truc génial. J'ai une seule toute petite condition. Alors je dis oui, je suis très bien. Il dit écoutez, voilà, le personnage est très bien, hein, mais bon, il est poète, mais il pourrait aussi être musicien et écrire les paroles de ses musiques. Je lui dis oui, mais non. Il dit voilà, parce que moi je vois que quand il rentre chez lui, parce qu'il écoutait toujours de la musique classique à la radio, quand il rentre chez lui, il n'écoute pas la musique classique à la radio, mais il met sa guitare
Non, il se penche et il sort la guitare de sous son lit et il chante quelques chansons qu'il a écrites. Et là, vous avez un film très grand public. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était un chanteur très très connu. Chris Christopherson. C'est tout. Vous l'avez raconté. Alors ben voilà, c'était cuit parce que une fois de plus, je devais dire non. D'ailleurs, l'histoire du film, c'est quelqu'un qui dit non et qui... Et ceux qui disent oui, c'est les improbables cousins israéliens, Menahem Golan et Globus, les gens de la canon. Sans avoir lu le scénario. Oui, mais sur le nom, c'est du name dropping. Sur le nom, pas le mien, sur celui de Mickey Rourke. C'est à l'époque où il signe Jean-Luc Godard, il signe Robert Altman, il signe... Oui, non, il y avait un grand metteur en scène yougoslave, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais j'ai été pour signer le contrat pour discuter du contrat avec Menahem Golan. Il m'avait donné rendez-vous à 7h30 du matin dans un grand hôtel près de Central Park. Et donc j'étais là à 7h30 du matin et il y avait ce cinéaste yougoslave qui était là et qui me dit: c'est un très bon siège, assieds-toi, tu vas voir, tu t'assieds là, ça marche. Il est encore bien chaud, tu vas voir, ça va marcher. Et effectivement, je suis reparti avec un deal, et après 7 ans de travail acharné, tout d'un coup, j'avais un deal, parce que j'avais réussi à convaincre Mickey Rourke. Mickey Rourke, qui après vous a suggéré Faye Dunaway. Oui, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais quelqu'un m'a dit, elle est de retour, elle cherche un rôle. Je lui ai dit, ah, mais ça c'est quelque chose d'intéressant. Si elle accepte c'est comme les acteurs studio, si elle accepte de pas se maquiller, entre guillemets, ou de ne pas avoir les cheveux impeccables, de ne pas faire du glamour, quoi. Et, voilà. Et comment vous travaillez avec Rourke, qui a tout d'un coup, il ne cherche pas à ressembler à Bukowski, mais il crée un personnage qui ne ressemble pas aux autres compositions du Mickey Rourke. Vous faites, comment ça marche avec les acteurs? Vous travaillez en amont, vous faites des répétitions? Oui, ben lui, il ne connaissait pas Bukowski, il n'avait pas l'intention de le connaître en détail. Et donc, je lui expliquais que comme il se bagarrait tous les soirs, quand il marchait, peut-être qu'il pouvait boiter parce qu'il avait pris un mauvais nion. Il dit, ah oui, tiens, voilà, alors je peux faire peut-être une démarche. Alors il a inventé une démarche. Je dis, voilà, ça c'est déjà quelque chose, etc. Donc, comme moi je connaissais le personnage d'origine de Bukowski de fond en comble, je savais très bien ce qui était crédible ou pas dans une performance ou dans un détail de décor, n'importe quoi, je savais tout. C'était une force formidable si on pouvait faire ça avec tous les personnes, tous les acteurs et tous les rôles qu'on a dans tous les films. Je dis, ce type-là, je le connais, je sais très bien, il ne ferait pas ça, il ne fait pas ça. Donc on lui dit, non, tu ne peux pas faire ça, parce que là, c'est pas ça. Et j'avais une autorité absolue, parce que je ne voulais pas faire le dictateur. Je dis, non, ça, c'est pas ça. Et en fait, je ne le disais même pas. Ce qui était extraordinaire, c'est que Mickey Rourke, on avait développé un truc, je ne sais pas comment, c'est de la magie, ça ne m'est jamais plus arrivé. Après une prise, il me regardait, et puis il voyait dans mes yeux, il disait, oui, ça, non, j'ai compris, on en fait une autre. Et à la prise, il faisait exactement ce que je lui aurais dit. Mais alors, exactement. Et donc, on allait de merveille en merveille à chaque fois qu'il refaisait un truc. Quelquefois, il y arrivait du premier coup, évidemment. La lumière du film est assez magique, c'est Robbie Muller qui l'a fait. Bah oui, ça c'est un film très très en avance, c'est un film d'exploration de possibilités de basse lumière. On a été jusqu'au bout de ce qui était faisable. C'est-à-dire que si on allait à l'époque sur un studio, sur un endroit où on filmait, on voyait de la lumière. Les gens qui venaient dans le bar, ils voyaient un bar avec une lumière assez tamisée. Ils disaient, mais non, c'est ça la lumière? Oui, c'est ça.
Alors évidemment, ça sous-entend qu'il y a des gens au point qui sont des génies absolus, qui peuvent... il y avait un pointeur qui était un véritable artiste qui arrivait à garder le point, parce que quand on n'a pas assez de lumière, on est obligé de réajuster le point, et c'était pas facile du tout. Mais le résultat est fantastique. Oui. Et c'est sur ce film que vous rencontrez quelqu'un que vous avez tenu à remercier jeudi dernier, qui est Susan Hoffman. Elle s'occupait du service scénario pour tous les films de Golan Rebus. Donc elle avait fait un apprentissage extraordinaire au cours de plusieurs années où elle avait supervisé tous les scénarios qui se faisaient, c'est-à-dire que son génie c'était de trouver un scénario, de voir un scénario, qu'on lui parle d'un scénario, et de suggérer des améliorations. Mais c'est quelqu'un qui ont ce genre de génie, c'est rarissime. Et à Hollywood, si quelqu'un est capable de faire ça, les gens vont vous si on découvre que c'est vrai, que ça existe. J'ai même eu des gens qui me proposaient des films pour pouvoir parler avec Susan Hoffman et pour qu'elle leur dise de ce qu'elle pensait du scénario. Alors qu'elle savait très bien que moi je ne voulais pas le faire, mais elle leur faisait de la gentillesse de leur dire. Et après j'ai découvert qu'en fait, il me proposait des trucs, c'était pas forcément pour moi, c'était pour avoir son avis. Parce que c'est tellement rare et c'est tellement important. Dans un film, de savoir dans un scénario ce qui peut être amélioré et comment, mais c'est le bon Dieu qui arrive, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on a toujours des problèmes, surtout à Hollywood. Mais même en France, il y a eu par exemple, on sait que Claude Sautet a été beaucoup docteur en scénario. Bien sûr. Mais à Hollywood, il n'y a pas des gens comme ça. Susan Hoffman était rare. Elle était rare parce qu'elle pouvait sortir très rapidement, analyser très rapidement et dire très rapidement. Il y a des gens qui sont des docteurs de scénario à Hollywood qui sont aussi formidables. D'ailleurs, on les a appelés pour certains cas, dans certains cas. Toute la grosse machinerie d'un film est en marche. Les acteurs sont là. On est en train de construire les décors. Et puis, on se rend compte que le scénario n'est pas toujours, il manque encore quelque chose au scénario. Et on commence à tourner dans 15 jours, et c'est pas possible, il faut absolument, on est pris à la gorge, on sait qu'on va à la catastrophe si on n'a pas un scénario parfait. Alors, il y a une liste. Il y avait Robert Town, qui était un des très bons, et donc, où il y en avait à peu près 5 qui étaient capables de faire ça. Et donc, c'était les spécialistes qui arrivaient, et qui étaient prêts à travailler 24 heures sur 24 et qui s'attachaient, qui se mettaient au seuil du malade et qui se mettaient à écrire sur instruction quand même. Et donc, dans le cas de Susan Hoffman, elle était là pour donner les instructions, pour aider les suggestions, etc. Et donc, alors, ce qui était extraordinaire, c'est que ces gens-là donc travaillaient 5 jours d'arrache-pied. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses très vite sur un scénario. Donc, en 5 jours, ils arrivaient à réécrire l'essentiel, à donner ce qu'on cherchait, etc. Et vous savez quel était le prix? Et c'était évidemment quelqu'un qui fait ça, qui est capable de livrer ça. Et de sauver un film. Voilà. Alors, c'était 150 000 $, 200 000 $ pour Robert Town. Oui, c'était des sommes ahurissantes. À une époque où les budgets des films n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Oui. À l'époque, on faisait des films quoi, à 5 millions? Ah non. Ah non. Non, le film était 50 millions. 50 millions, les gens. Non, un gros film commercial à l'époque était de 50 millions. La Single White Female, c'était le film le moins cher de studio. Jeune fille partage l'appartement. C'était le moins cher, c'était 15 millions. Les autres films, le film avec Meryl Streep, c'était 25 millions, quelque chose comme ça. Le film avec Murder by Numbers. Oui, Calcul meurtrier. C'était 30 millions.
Oui, Vous voyez, parce que c'est. En fait, vous voyez, j'imagine, l'évolution entre Barfly 87 et Calcul meurtrier 2002. J'imagine qu'en 15 ans, les prix moyens ont. Bien sûr. Les prix moyens ont augmenté sérieusement. Mais alors, est-ce que Suzanne Hoffman vous a aidé à trouver des scénarios? C'est-à-dire qu'elle était force de proposition ou elle venait quand vous lui disiez, bah voilà, j'ai trouvé ça, ça m'a Non, non. Quand j'ai eu des critiques très bonnes pour l'affaire von Bülow, c'est pas des critiques, c'est une critique très bonne dans le New York Times pour ce film de l'affaire von Bülow, qui d'ailleurs était refusé dans des festivals, qui n'était pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, il y a eu une bonne critique, et à ce moment-là, le téléphone a commencé à sonner d'agents qui me proposaient des films, qui disaient, voilà, nous on a tel et tel projet, pour tel acteur, on a tel truc, est-ce que ça vous intéresserait? Et alors, il y en avait plein. Moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir, de réfléchir. C'était une avalanche. Et puis, il faut pas faire d'erreur. Et puis, il y a des gens qui sont pas fiables. Il y a des trucs où c'est un véritable une jungle. Et donc, moi, j'ai dit tout simplement, si vous pouvez demander à Suzanne Hoffman de jeter un coup d'œil. Et puis après, je suis devenu associé avec elle. Et donc, on était producteurs, on était tous les deux producteurs, et c'était elle qui lisait les scénarios en premier. Et elle avait la capacité de lire très très vite, de me dire en 10 minutes l'essence du film et ce qui était intéressant et comment c'était raconté, tout ça. Et donc, moi je disais, ah oui, ça vaut peut-être la peine. Et à ce moment-là, je lisais, et à ce moment-là, on en discutait, on voyait si ça valait vraiment la peine d'aller dans cette direction ou pas. Mais enfin, c'était comme ça. Autrement, si j'avais été tout seul, j'aurais jamais été capable d'ingurgiter tous les trucs qui étaient proposés, de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour résoudre le problème, etc. Donc, c'était... Et vous aidez aussi dans les relations avec les studios, parce que par exemple, vous nous avez expliqué que vous avez pu garder à chaque fois le final cut sur vos films. Oui, vous savez, ce droit sur le montage final, qui est une question très importante aux États-Unis, hein, puisque c'est pas la norme. Inversement, en France, les metteurs en scène ont le droit de regarder. Aux États-Unis, le metteur en scène est un employé et du coup n'a pas Donc, vous avez pu l'avoir grâce à... Oui, c'est-à-dire que j'ai pu l'avoir au premier film, parce que j'aurais pas fait le premier contrat que j'ai fait, j'aurais pas accepté de ne pas avoir le montage. Mais après, quand on est rentré dans des projets plus délicats, plus compliqués, elle n'a pas laissé la négociation aboutir au fait que j'ai plus le montage final. Mais d'ailleurs, ce montage final, c'est pas... En fait, c'est de la rigolade, c'est pour que les gens y croient. Parce que s'il y a un studio qui n'est pas d'accord avec un film et qu'il faut sortir des sommes astronomiques pour faire la publicité d'un film, donc ils ne vont pas dépenser des fortunes sur un truc auquel ils ne croient pas du tout. S'ils disent qu'il faut refaire entièrement la fin, ou sans ça, nous, on ne va pas financer. Donc si le metteur en scène persiste, comme j'ai fait dans le tout dernier gros film que j'ai fait avant de faire dans l'enjeu. Il voulait faire des trucs, il voulait remonter le film, il voulait donner des suggestions, etc. J'ai dit non, over my dead body. Alors là, ça leur a fait... ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui parlent comme ça. Ils ont dit, non mais celui-là, c'est pas possible, il faut lui faire une leçon. Et ils ont descendu en force dans la salle de montage pour faire des copies des disques, pour les emmener des disques, c'est donc de tout le montage, pour faire leur version à eux. Et donc là, alors que j'avais le montage final, donc j'ai appelé tous les avocats, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de montage final? C'est illégal ce qu'ils font. Ils disent oui c'est illégal, mais vous comprenez, il faut que vous... Bref, ça n'existe pas vraiment non plus. Donc c'est-à-dire ça donne un petit peu de truc, mais si vraiment ils ne veulent pas... Alors ce qui est très beau dans l'histoire de l'enjeu là,
c'est qu'ils ont passé des mois et des mois à refaire le montage. Et bon, après, ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient fait. Alors, j'ai fait une lettre critique, je disais voilà, pour ça je ne suis pas tellement d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez, on fait une preview dans 2 salles identiques, avec des publics identiques, l'un ma version, l'autre votre version. Et on fait des sondages qu'on fait comme toujours. Si votre truc gagne, je serais ravi qu'on aille avec votre truc. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils n'y croyaient pas. Ah oui, donc c'est comme ça que vous avez gagné le combat. Et donc l'enjeu tel qu'on le connaît est bien celui que vous avez. Il y a voulu. 2 petits plans de carambolage de voiture à la fin que j'aurais pas mis normalement, mais bon, de toute façon, la fin des films, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui marque le public un peu, et bon, c'est un petit compromis minuscule. Alors, vous avez aussi, pour ce qui est, puisqu'on parle du montage, c'est à partir, je crois, de Von Bülow, vous avez eu un allié de poids avec votre monteur qui est Lee Percy. Lee Percy, oui, absolument. Alors, Lee Percy, il a fait des études d'acteur, il voulait être acteur, et donc, lui, quand il voit une performance d'acteur, il est fasciné. Et tout ce qu'il veut, c'est préserver les grandes performances des acteurs. Donc, il ne veut pas du tout faire quoi que ce soit d'autre que ça fonctionne pour l'acteur, pour la performance. Donc, moi, c'est exactement mon approche aussi. Et que lui, il arrivait par le montage, quelquefois, quand il y avait un petit truc qui n'était pas formidable, il coupait à cet endroit-là, il mettait quelque chose d'autre qui renforçait encore Donc c'était un montage qui était basé sur la performance de l'acteur. Et ça, c'est très très important, parce que ça change beaucoup de choses. Ça, vous vous êtes régalé, parce qu'en fait, dans toute votre période hollywoodienne, vous avez vraiment travaillé avec les acteurs les plus passionnants du moment. Ben oui. C'est à chaque fois, c'est vous qui les repériez, et ça correspondait à une envie d'aller leur proposer quelque chose? Non, il y a un rôle, il y a un personnage, c'est ce personnage-là que je vois. Parce que je sais que ce sera le meilleur dans ce rôle-là. Et à ce moment-là, je me braque là-dessus. Et puis, on essaye, et ben, s'il ne veut pas, peut-être que je ne dois pas faire le film. Mais c'est ça. Alors, à tous les coups, il y a le studio qui, sur un autre rôle, très souvent, c'est seulement sur un rôle, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 rôles, par exemple, le deuxième rôle, le studio veut un autre, qui est pas mal, qui est une idée un peu plus classique. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans les noms, mais il y en a un qui est quelqu'un, celui-là, je peux le donner comme exemple. Allons-y, non, parce que je ne donne pas l'autre, mais je donne celui que j'ai choisi, que je voulais, puisqu'il est dans le film. Ah là là, ça y est maintenant, le neveu de Coppola. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Pour Kiss of Death. Nicolas Cage. Il n'avait fait que des comédies à l'époque. Il n'avait pas fait de films d'action, il n'avait pas fait de mecs costauds, de bandits, etc. Et les studios disaient, écoutez, vous savez, là, vraiment, nous, on ne pense pas qu'il peut le faire. Je dis, je sais, je vous le dis, je le connais, c'est un ami, je sais qu'il peut le faire, et je sais qu'il veut le faire, et qu'il va se gonfler les muscles, etc. D'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait, et il a employé des moyens dangereux pour le faire. Il a pris des substances qui n'étaient pas recommandées. Et donc, il était complètement possédé par ce personnage, et je sais qu'il a donné quelque chose d'unique. L'autre que les studios voulaient aurait très bien fait l'affaire, mais on n'aurait jamais eu un truc aussi délirant que... Voilà, parce que le personnage, il est bigger than life. Donc ça vaut le coup de... Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que il me semble que très souvent, vous aviez envie d'un comédien, lui-même, comme Nicolas Cage, avait envie de faire le film, mais après, il fallait convaincre le studio. C'est ce qui est arrivé, on peut le dire, pour Von Bülow. Au départ, le studio n'a pas tellement envie de Jeremy Irons, qui finalement va avoir l'Oscar du meilleur acteur. Aujourd'hui, quand on voit Mr. Von Bülow, on n'imagine pas quelqu'un d'autre
Mais le studio n'y croyait pas. Pourquoi? Parce que... C'était pas le studio, c'était les producteurs. Le studio aussi. Enfin, il y avait un acteur allemand, enfin, qui était du domaine germanique. Le grand acteur du moment. Voilà. Et donc, j'ai été le voir, j'ai vu que ça ne marcherait pas et que moi je pensais, j'ai été le voir parce qu'ils insistaient tellement. Et heureusement, j'ai eu la conversation avec lui. Je lui ai dit, écoutez, vous voyez, moi j'entends que vous entendez rarement avec les metteurs en scène. Alors si je travaille avec vous, il faut que vous me disiez comment ça s'est passé quand ça s'est bien passé avec un metteur en scène. Si vous me décrivez exactement comment était ce metteur en scène avec qui vous êtes bien entendu, moi je deviendrai ce metteur en scène, s'il le faut. Et puis, il me dit, mais ça s'est jamais bien passé. Alors j'ai dit, ah oui, je comprends, alors c'est plus compliqué. Alors moi qui étais déjà obsédé, qui avait cédé pour aller le voir, etc., je suis revenu, j'ai dit, non, ben voilà, c'est ça ou c'est rien, c'est Jeremy Irons, je ne sais pas. Parce que Jeremy Irons, vous l'aviez en fait repéré dans Faux Semblants. Ah ben, on ne pouvait pas ne pas, j'avais repéré depuis toujours, mais disons que après Faux Semblants, c'était de la folie de prendre qui que ce soit d'autre. C'était vraiment extraordinaire son talent. Parce que le film, le Mr. Von Bülow, fictionnalise bien, enfin rappelle bien ce que c'était. C'est qu'à l'époque, tout le monde le croyait coupable. Oui, absolument. Et dans le film, vous montrez bien comment les étudiants de votre avocat disent, mais enfin, maître, vous qui êtes un avocat si humaniste et tout ça, vous n'allez pas vous mettre à défendre un salaud pareil. Oui. Alors que le film, dans le film, vous prenez le parti, vous demandez à Jeremy Irons qu'il le joue comme s'il était innocent. Absolument. Et ça, absolument, d'ailleurs, ça n'existe pas, un bon acteur qui va jouer un salopard comme s'il était coupable. Il est obligé de défendre son personnage. Et moi, comme metteur en scène aussi, je dois défendre les personnages. Je ne peux pas les accabler, ça devient grotesque. Ce qui est passionnant, c'est que quand on voit le film, on ne sait plus, on ne sait pas... Ah non. C'est pour ça qu'à la fin, on a la culbute où il commence à demander de l'insuline pour rigoler avec la pharmacienne et ça se termine sur cette note comique qui fait tout d'un coup réaliser qu'en fait on vient de voir une comédie de mœurs, disons. Oui, c'est ça, c'est comme ça que vous présentez le film. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la mise en scène de Von Bülow, elle est différente selon les séquences. Hein, c'est parce que vous disiez, il y a plusieurs univers et donc il y a plusieurs films. Oui, c'est très simple. Le film est narré par une femme qui est dans le coma. Alors, évidemment, on s'est inspiré de Sunset Boulevard et c'est comme qui était narré par quelqu'un qui était mort dans une piscine. Et là, donc c'est quand même bizarre, quelqu'un qui est dans le coma et qui fait la narration. Et en fait, quelqu'un qui est dans le coma est toujours vivant, il entend les conversations, il faut faire attention à ce qu'on dit autour d'une personne dans le coma. Et donc, très souvent, les gens qui sont dans des états seconds, qui reviennent quelquefois de la mort, ils disent « je me suis senti comme si j'étais au plafond et je me suis vu en bas dans mon lit ». C'est des trucs très qu'on reconnaît souvent, ou même dans des expériences psychédéliques, on peut avoir ça. Donc j'ai dit, voilà, cette voix, il faut que je trouve la caméra pour ce moment de la voix. Donc, il faut la faire au plafond ou volant, survolant les scènes. Alors, donc, on a fait un escalier en bois qui était monté, on pouvait monter, et au Steadicam, on a pu, comme ça, se balader dans les scènes. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer tout le début du film aussi, avec cette Steadicam qui se baladait et qui terminait sur cette voix off, on comprenait que c'était elle. Après ça, tout ce qui est Dershowitz avec ses étudiants, c'était vrai, ils avaient une maison qu'ils avaient transformée pour
faire faire en 30 jours tout le travail de recherche sur ce qu'il fallait faire pour défendre von Bülow. Et donc là, c'était vraiment du documentaire. J'ai vraiment recréé toute l'opération. Vous avez le livre de von Bülow, de Dershowitz qui raconte. Donc vous aviez là les dialogues tout écrits en quelque sorte. Alors, donc là, c'était documentaire, c'était du cinéma documentaire, c'était un style documentaire. Mais quand on rentre dans le cœur du film, c'est la relation entre elle et lui, entre von Bülow et sa femme. Là, on rentre vraiment dans le cœur du drame, mais en même temps, il y a plusieurs versions. Il y a une version où on dit qu'il l'a trouvée comme ça, par terre dans la salle de bain, une autre, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est du cinéma, puisque c'est pas du documentaire, c'est du cinéma. Et donc, pour moi, comme il s'agissait de gens riches, je dis, voilà, là, on va faire Douglas Sirk, c'est-à-dire, ça va être une splendeur, et puis, il faut de la musique. Alors, au montage, j'avais mis Mahler. Et ça marchait du tonnerre, c'était parfait. Bon, après, ils ont hurlé tous, ils ont dit c'est pas possible, hein, mais ça marchait très bien. Et Mahler, c'est de la musique de cinéma fantastique. Tous les musiciens ont copié Mahler après pour les films. Ça marchait très très bien. Et alors, donc, ça faisait une autre vision, une autre mise en scène du film, une autre... Oui, c'est ça, il y a vraiment trois modes de narration. Mise en scène, de narration et du coup de mise en scène. Et là, vous avez un allié qui est assez formidable, que vous allez garder tout le temps, qui est Luciano Tovoli, votre chef opérateur. Alors moi, j'avais une admiration sans limite pour lui. Il avait d'ailleurs été très ami avec Nestor Almendros. J'avais demandé à Nestor Almendros, qui m'a dit non, il était déjà fatigué, il m'a dit non, je ne peux pas, et j'avais dit bon, bah, tant pis, je vais aller. Et donc, je suis parti vers Tovoli, qui était quand même, au départ, ils avaient fait un pacte qu'ils n'allaient jamais employer de lumière, qu'ils allaient employer la lumière naturelle. Les deux avaient fait un pacte, ils étaient à l'école à... Almendros et Tovoli. À Rome. À Rome, à l'école de cinéma expérimental. Et puis, Tovoli a très rapidement rompu le pacte et commencé à sculpter avec la lumière. Bah, regardez, c'est lui qui a fait Suspiria. Vous savez que c'est pas fait en lumière naturelle. Hein. C'est voilà. Alors, donc... mais en même temps, il fait profession reporter, il fait la Chine. Donc il y a les deux aspects. Et je pense que du coup, il est très à l'aise pour votre film, parce qu'il aussi bien l'aspect documentaire que l'aspect sirkien. Non, et puis on a des goûts similaires, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, il m'a dit alors qu'est-ce que vous aimez pas dans la photographie? J'ai dit ben moi j'aime pas quand c'est flou, j'aime pas les grands angulaires, je déteste la fumée, j'aime pas le zoom. Et il dit mais oui, c'est tout, vous décrivez tout, parce que pour moi la facilité c'est tous les films publicitaires, ils mettent de la fumée, ils mettent du flou, ils mettent des zooms, ils mettent là, parce que ça va plus vite, c'est plus facile et ça fait des effets faciles. Tandis que lui, il cherchait l'effet profond d'une image originale. Et donc ça a été une véritable collaboration et tout au long, on a eu des discussions comme par exemple, quand j'ai fait mon dernier film, Amnésia, qui était peut-être le 9e film qu'on a fait ensemble, et il était question, il n'y avait pas d'électricité dans cette histoire, donc il était question d'employer des bougies. Et moi j'étais un petit peu, je dis non, il vaut mieux. Et il dit mais je suis d'accord, parce que les bougies ça fait poétique, ça fait joli. Si on arrive à trouver quelque chose pour faire avec des lampes à pétrole, c'est beaucoup moins payant, c'est beaucoup moins facile, mais ça sera plus vrai, ça sera plus original. Voilà, c'est le genre de discussion qu'on a. Alors, je voudrais quand même
avant de laisser la place au public, vous posez une question sur ce film vraiment qui m'est cher, qu'on a pu voir hier à Deauville, hein, qui est très rare, qui est Before and After, qui s'appelle Le poids du déshonneur. Comment se fait-il qu'un film avec Meryl Streep, un film avec Liam Neeson, bon, il est moins connu à l'époque, mais quand même, Edward Furlong, qui a déjà fait Terminator 2, hein, donc qui est le jeune acteur quand même très à la mode, comment se fait-il que ce film se retrouve brusquement éteint? Ça, c'est Disney. C'est Disney, ils ont vu que, bon, il faut dire que ce film, il cherchait un peu des crosses au modèle américain, puisque les Américains, les films américains, c'est toujours, il y a les bons et les méchants, et c'est les bons qui gagnent à la fin, et tout le monde applaudit, parce que les bons, disons, hein, c'est un peu ça le schéma de base. Et là, il s'agit du père et de la mère, et ils sont tous les deux bons, et ils sont tous les deux méchants, parce qu'ils font tous les deux des erreurs, et donc on est dans une ambiguïté morale totale, et donc, moi j'ai tout fait pour défendre aussi bien le point de vue de l'une que de l'autre, c'est soigneusement calculé pour qu'à la fin, moi mon ambition c'était qu'à la sortie de la salle, les gens commencent à discuter, ils disent oh non, le père avait raison, je disais mais non, vous ne pouvez pas quand même dire qu'une femme doit envoyer son fils en prison, c'est pas normal pour une mère, et etc. J'imaginais ces discussions-là, je faisais tout pour qu'il y ait ces discussions. Elle a raison, ne discutons pas. Alors, j'étais tellement traumatisé par ces réactions que j'ai tourné une scène supplémentaire à la fin. J'ai dit, voilà, on va l'arranger, ce truc-là. On va être au tribunal quand il va attraper 12 ans de prison. Et je vais faire un gros plan sur la mère à ce moment-là. Oui, parce qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai que le spectateur, qui tout d'un coup, il découvre ce que c'est que de prendre le point de vue de la mère. Comme elle découvre ce qu'elle a défendu. Voilà, tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas vu cette scène-là. Si on rajoute cette scène-là, ça va marcher. Donc on a dépensé de l'argent, on a recommencé tout un truc pour cette scène-là. Et ben, ça n'a rien changé. Mais du coup, c'est que Disney, du coup, sacrifie sa distribution, sabote un peu le... Et sabote... Non, d'abord, le film n'a pas très bien marché, il faut bien le dire. Mais surtout, Disney, ils étaient à ce moment-là dans une position où ils disaient certains films, c'est pas la peine de les envoyer à l'étranger à tout prix. C'est-à-dire que quand ils ont des dessins animés, ils les envoient dans tous les pays, etc. Mais ce film-là, ils se sont dit c'est pas la peine de le distribuer à l'étranger. Et du coup, c'est vous qui dites oui, bah, enfin bon... J'ai dit écoutez, moi, si vous me donnez une copie, je peux le sortir en France, et puis on verra. Avec les fils du losange. Voilà. Comme quoi ça sert quand même. D'avoir créé sa maison de production et de distribution. Comme quoi ça sert, et on a fait sans argent du tout, on a distribué. Les gens l'ont vu, ça a été très bien reçu, mais évidemment ça s'est pas reproduit dans d'autres pays, et bon, c'est un film qui est un peu maudit. Non. Et donc c'est quand même une grande chance de le voir, parce qu'il est devenu très rare. Enfin, il passe jamais à la télé, il y a un pauvre DVD qui traîne, mais je veux dire, il n'est pas dans les... Mais en fait, on peut savoir, il suffit de demander aux losanges, et il y a une copie, en fait c'est votre copie 35 minutes. Oui, mais elle doit commencer à être un peu... Quelqu'un était dans la salle, l'a vu ça allait la copie? Ah, regardez. Ah, qu'il a vu ici? Oui, oui, d'accord. Ça, bah voilà, ils vous disent qu'elle est bonne la copie, donc on va pouvoir encore la faire tourner. Très bien, super. Alors bon, c'était ma promesse. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Barbet Schroeder. Alors voilà, ça y va. Alors, monsieur d'abord, à droite. Oui, on vous tient le micro. C'est gentil. Bah déjà, je voudrais ça c'est un petit joke, hein, mais je voudrais vous remercier des émotions procurées via Mimsy Farmer dans Mort. Et non, la question, enfin il y a plusieurs questions à la limite, je reviens sur Barfly parce que je suis un grand fan de Bukowski. J'ai bien compris que le film avait été très compliqué à réaliser, à monter. Au final, vous avez pu le monter exactement comme vous le vouliez, je suppose. Et par contre, les producteurs une fois le film en salle, est-ce que les producteurs qui vous avez un petit peu
j'allais dire empêché de faire le film, vous ont déroulé le tapis rouge ou vous en regardez encore de manière un peu plus pointue? C'était pas les producteurs qui étaient un problème, c'est que personne n'en voulait. Personne, zéro, aucun. J'ai fait à un moment l'expérience puisqu'il y avait des problèmes de financement, le producteur ne pouvait pas payer le film, il voulait se retirer. J'ai dit, on tourne dans un mois, si aujourd'hui vous me donnez l'autorisation d'envoyer le scénario, le budget, tous les contrats, tout ça, à 53 personnes, j'avais calculé 53 personnes qui pouvaient financer le film dans Los Angeles. Donc on pouvait faire livrer par coursier, leur expliquer qu'il fallait vite se décider, qu'il fallait dépenser 2 millions, pas plus, mais qu'il fallait les avoir. Donc on avait fait une liste de gens qui pouvaient payer 2 millions pour un film et qui étaient capables. Donc on a fait ça. Personne n'a voulu du film. Personne. Et puis il y a eu un type 2 jours après qui a dit « Ah, moi ça m'intéresse ». Alors on dit « Ah oui ». Alors c'était M. Zoupnik, c'était un entrepreneur de travaux publics, je ne sais pas quoi. Alors hop, la négociation commence avec Menahem Golan, la production, qui avait les droits et qui allait... Et en fait, ils n'avaient plus d'argent. En fait, Golan et Globus, c'est plus qu'ils ne voulaient plus le faire, c'est qu'ils n'avaient plus d'argent. Ils étaient pratiquement en faillite. Et donc la négociation commence avec ce monsieur Zoupnik. Et puis elle traîne. Ce qui est formidable pour le film, parce que plus la négociation traîne, plus Menahem Golan met de l'argent quand même dans le film et garde le film en vie. Ça dure 2 semaines à peu près. Au bout de 2 semaines, il se trouve que je reçois un coup de téléphone et il y a quelqu'un qui me dit « Mais dites-moi, ce projet de film, ça coûte combien? Vous demandez combien? » Ben je dis, on demande, je ne sais plus la somme exactement, on demande 2 millions et pour 2 millions, on peut vous livrer le film. Ah, il y a bon. Ah, il dit, c'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin, qui m'a proposé le film pour 7 millions. Alors, c'est là, évidemment, j'ai compris que c'était M. Zoupnik et que donc, le seul qui s'était intéressé ne s'intéressait pas. Et que donc, moi j'avais passé 7 ans à prendre des rendez-vous, etc. Et que là, d'un seul coup, j'avais soumis le film à tous les gens qui pouvaient et qu'aucun ne voulait. Et que donc, tous les 7 ans que j'avais passés, c'était pour rien. Enfin, c'est jamais pour rien, puisqu'à la fin... Mais quand même, c'était quand même un moment vertigineux pour moi de me rendre compte à quel point ce film était impossible. Excusez-moi. Bonjour à vous deux. J'aimerais parler un peu de télévision. Vous avez réalisé un épisode pour Mad Men qui est vraiment central sur l'assassinat du président Kennedy. Je voulais savoir comment le showrunner Matthew Weiner vous a approché pour réaliser cet épisode et quelle a été votre expérience dessus. Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette expérience? Et une autre petite question aussi, un peu plus, pareil aussi private joke. Comment vous êtes retrouvé à faire le président français dans Mars Attack? Non, là, Mad Men, c'est pas lui qui m'a proposé, c'est moi qui me suis proposé, parce que j'étais un admirateur sans borne de cette série, et que j'étais curieux de savoir comment ça se passait, comment on faisait en 5 jours de tournage des épisodes comme ça, les uns après les autres. J'étais ahuri de voir ça avec les acteurs d'une qualité extrême et donc je me suis dit que je voulais absolument voir comment ça se passait et j'ai pas regretté parce que j'ai appris énormément. C'était une expérience très importante qui m'a donné le pouvoir et la force de tourner mon film Amnésia en 21 jours, 8 heures par jour sans dépasser. Et voilà. Donc ça, c'était une chose qui était très importante pour moi comme expérience. Et c'était passionnant de voir ce grand créateur. Et je me suis vite rendu compte à quel point les séries de télévision, c'est un métier d'écrivain.
c'est les écrivains qui écrivent les séries, et c'est les concepteurs qui sont les plus importants. Alors, lui, son autre secret, c'était d'être écrivain, mais de collaborer uniquement avec des jeunes femmes. Et tous les dialogues, toutes les scènes étaient écrites par les femmes. Donc il y avait une sensibilité féminine à l'intérieur de tout le film, et ça a été une des originalités du film, de la série. Oui. Alors, l'autre question, c'était... Le président français. Ah ben oui, non, ça c'était un ami, donc le metteur en scène, qui m'a dit: j'ai un problème, j'ai un acteur qui ne peut pas venir, est-ce que tu veux bien? C'est le premier jour de tournage, il faut absolument qu'on ait quelqu'un, est-ce que tu veux venir? Et donc, bon, j'ai dit oui, mais bon, alors j'ai regardé, et j'ai dit bon, je peux essayer de faire Chirac, alors. Je vais mettre des boutons en manchette, et je vais essayer de faire un peu Chirac, vaguement. Puis ça s'est fait le premier jour, et donc, bon, c'était très agréable, on a beaucoup rigolé. Voilà, c'est un jour. Hein. Je ne suis pas acteur, je suis très mauvais comme acteur, et surtout je suis là maintenant, je ne peux pas me souvenir des textes, donc c'est... je ne me suis jamais senti comme un acteur professionnel, j'ai toujours été acteur pour rendre service soit à des copains, ou même avec Romer pour jouer dans la boulangère de Monceau. C'était plus pratique, comme ça, ça économisait de l'argent. Vous avez toujours répondu oui à vos amis, quand vos amis vous disent... Uniquement aux amis, oui. Ce sera amusant si vous venez jouer, parfois des rôles importants, enfin... Madame. Et puis, autre chose qui est très importante, la raison pour laquelle j'accepte de jouer, c'est que c'est essentiel pour un metteur en scène de se trouver à la place d'un acteur. Il dit, quand j'ai fait la Reine Margot pour faire plaisir à Patrice Chéreau, qui m'a demandé, parce qu'il voulait avoir des amis sur le... Je pensais, moi, à mon propre intérêt, en son intérêt, il n'a pas intérêt à me prendre moi. Il y a des tas de bons acteurs qui feraient mieux que moi, mais lui, il voulait avoir des amis. Je dis, ça, c'est pas une bonne raison de casting, mais je ne veux pas le critiquer. Mais, alors, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'étais censé parler à quelqu'un, mais la mise en scène, tout, ça s'est fait que je me suis retrouvé avec un mur comme ça. Et je devais parler au mur. Et je devais jouer avec le mur. J'ai dit, voilà, ça c'est quand même terrible. Il faut quand même savoir ce que ça représente pour un acteur de demander une chose pareille, parce que la mise en scène, parce que la position des caméras, etc. Donc, ça, c'est une expérience qui a fait que si jamais un jour je me suis retrouvé dans une situation où je demandais quelque chose de similaire, je me confondais en excuses avant de demander ça à un acteur. Mais cette réponse, je trouve ça très intéressant, et on peut la mettre en lien avec toute votre carrière. C'est-à-dire que vous faites toujours quelque chose pour savoir. C'est-à-dire que vous répondez à monsieur, Mad Men, moi ça m'intéressait, je voulais savoir comment ça se faisait. Vous êtes acteur pour savoir, et je crois que vous avez répondu à Libération, pourquoi filmez-vous? Là, pour en savoir plus. Hein, c'est ça. Serge Lannay était Tessier, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire pour en savoir plus? Pour en savoir plus sur le cinéma? Oui aussi. Non, c'est ça ma réponse. Je crois avoir trouvé la réponse la plus courte, parce que lui, il faisait tous les cinéastes du monde et il répondait tous des pages et des pages, des phrases et des phrases. Et j'ai dit, voilà, j'en ai trouvé une très courte. Mais au-delà de la boutade, il me semble que c'est très juste par rapport à votre cinéma aussi, en savoir plus sur les personnages. Oui. Vous voulez en savoir plus sur votre bulot, vous collectionnez les articles, vous découpez les articles d'après, après vous faites un film. C'est un moyen pour explorer, quoi. Je vous ai défini comme un cinéaste explorateur, vous êtes peut-être explorateur de l'âme humaine. Madame. Bonjour. J'aurais voulu savoir un peu plus sur votre lieu de naissance. Combien de temps vous avez passé en Iran? Et est-ce que ça vous a inspiré dans votre parcours? Et jamais avez-vous pensé à faire un film par rapport à ça? Bien, je n'ai passé que les 4 premières années de ma vie. Il y avait des ouvriers qui travaillaient à côté, et mes parents m'ont dit que j'avais appris les chants qu'ils faisaient et que je chantais en iranien quand j'avais cet âge-là. Mais très rapidement, je me suis retrouvé à Genève avant d'aller en Colombie, et donc j'ai tout oublié et je ne parlais pas vraiment en iranien non plus.
après, j'ai été attiré par beaucoup d'amis iraniens. Feridun Oveida, qui était au Cahier du cinéma, et il m'a présenté beaucoup d'autres amis iraniens. Donc je suis resté très proche de l'Iran, très très proche. Mais en même temps, bon, j'ai été au festival du temps du Chat, et depuis les ayatollahs, j'ai jamais mis les pieds là-bas, et je ne sais pas, et j'admire le grand Kiarostami plus que tout, et voilà. Donc, j'ai pas vraiment plus que ça, je ne peux pas parler plus que ça. Mais vous pouvez faire un film sur l'Iran en étant à l'extérieur de l'Iran. Oui, je pourrais, mais vous savez, là maintenant, il ne me reste plus beaucoup de films à faire, il faut que je choisisse bien ce que j'en ai déjà pas mal sur la planche. On verra éventuellement, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout contre aller dans des pays où je ne sais pas la langue et où je m'arrange pour tourner. J'ai tourné un film au Japon, dont je suis très fier, Inju, qui était un bide monumental, qui était aidé d'ailleurs, parce que UGC a vu le film et ils ont arrêté tous les frais, même pas pour payer le dossier de presse, pour payer de bande-annonce, rien, plus rien. Donc ça n'aidait pas, mais c'était un bide noir et c'était un bide critique aussi. Et je continue d'être très fier de ce film malgré tout. Peut-être que il y a ces défenseurs, le film est défenseur acharné, et un jour le film pourra, c'est toute l'histoire du cinéma, un jour les défenseurs pourront... Là j'étais en Allemagne, au festival, au fameux festival, je sais plus, de Hof, festival de Hof, et là il y a des cinéphiles alors. Ah non, c'était en Finlande, c'est en Finlande, hein, le festival du soleil de minuit. Et là, il y a des tas de spécialistes, des cinéphiles. On m'a dit, voilà, celui-là, c'est le plus grand cinéphile, il connaît tout, il connaît tous tes films. Et tout. Il m'a dit, pour moi, votre meilleur film, c'est Inju. Je dis, ah putain, oh. Mais il y a tous vos thèmes, il y a tout exactement. Je dis, bon, ben, espérons que ce soit vrai. Oui. Bonjour, merci d'être ici. Quand vous avez présenté le Mystère Fambulo jeudi, vous avez parlé des plans d'ouverture de films, dont celui de Fambulo sur cette côte, etc., qui était très importante pour vous, très marquante pour déjà mettre le spectateur comme ça dans l'ambiance. J'aimerais savoir s'il y a des plans d'ouverture qui vous ont marqué, voire qui sont fondateurs pour votre cinéma. Des plans d'ouverture d'autres films, pas de mes films. Ouais, bah, lequel pour vous est le plus important de ceux que vous avez faits et dans ceux que les autres vous ont inspiré? Dans ceux que j'ai faits, c'est grâce à Luciano. On est arrivé, on avait 2 filles identiques, des jumelles, devant un miroir, en train de se maquiller, et on a commencé à répéter, à voir, et Luciano a eu l'idée absolument géniale de pénétrer dans le miroir, de se retourner et de voir les jeunes filles se maquiller. C'est un plan stupéfiant qu'on a fait en quelques heures, mais au début c'était juste prévu de voir 2 jumelles dans la part, parce que ça correspondait vraiment à l'idée profonde du film. Les jeunes filles partagent l'appartement. Et il y en a une qui se veut la jumelle de l'autre. Enfin, il y a toute cette idée qui est profondément dans le film. Donc c'était pour ça que je voulais faire le générique, mais collaboration avec un grand maître de l'image, ça a fait un truc encore plus sublime. Et chez les autres, alors, une séquence d'ouverture? Oh bah il y a bien sûr la soif du mal. Ça, alors là, ça bat tous les records. Un plan séquence. D'Orson Welles, oui. Une petite... Oui. Bonjour, merci pour toute votre filmographie. Quand on voit votre parcours, que pensez-vous aujourd'hui
de ce qui se passe à la Cinémathèque qui propose une rétrospective Louis de Funès. Louis de Funès, c'est un très grand acteur qui fait partie du cinéma. Il faut absolument montrer les films de Louis de Funès. Avec le temps, on s'aperçoit à quel point c'était un acteur clé de cette époque-là. Et je pense que c'est tout à fait normal que la Cinémathèque fasse un hommage à Louis de Funès. Oui. Alors, moi, je voulais vous demander, finalement, votre dernier film américain, hollywoodien, c'est Calcul meurtrier en 2002. Pourquoi ça s'est arrêté là? Est-ce que vous avez envie de retourner ou est-ce que Hollywood a tellement changé que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que si je vais à Hollywood aujourd'hui et que je propose n'importe lequel des films que j'ai fait, c'est-à-dire que par exemple, voilà, je tournais ce film qui montre Calcul meurtrier, je montre le film qui a fait le plus d'argent, Jeune femme cherche un appartement, n'importe quoi, je montre un studio, je dis voilà, je vais trouver des stars, je veux faire ça. Ils vont regarder, ils vont dire mais ça c'est un film d'art, ils appellent ça un art film. Ils disent ça, ce que vous voulez faire là, c'est un art film, c'est pas notre business. Notre business, c'est le marketing, il y a tout un... Il y a des tas de choses qui sont demandées avant de financer un film. Donc je ne pourrais pas aujourd'hui faire aucun de ces films-là. C'est quelque chose qui est impossible de faire exister. Alors évidemment, si on veut faire des très grands films et d'arriver avec des scénarios très originaux, il y a quelques metteurs en scène qui arrivent à faire ce qu'ils veulent, mais c'est des miracles. Hein. Je veux dire... quand on voit Robert De Niro, quand on voit l'autre qui a fait Tenet, ça, c'est bon, c'est des cas presque uniques. C'est pas une production entière où tout d'un coup il y a beaucoup de films et puis il y en a de temps en temps qui sont bien meilleurs que les autres. Non, là c'est des exceptions uniques. Donc c'est non. C'est pour ça que j'essaye même pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que de faire ce genre de film-là, c'est un ennui mortel, parce qu'on passe son temps à gérer des plans spéciaux, des trucages, etc. C'est pas du tout... c'est pas satisfaisant créativement. C'est-à-dire que si on est passionné par le résultat final, évidemment, tout se justifie. Mais de travailler 6 mois sur des effets spéciaux, c'est pas marrant. Fond vert et des murs, des acteurs qui parlent à des murs, et voilà. Non, c'est un peu déprimant. Et dans cette production hollywoodienne, vous avez en parlé l'autre jour, il y a quand même des gens qui surnagent, que vous aimez, qui ont réussi à garder, comme par exemple Clint Eastwood. Oui, lui c'est mon idole, alors lui c'est extraordinaire, extraordinaire. Ça c'est le maestro absolu et dans la vraie tradition du cinéma américain. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, vous êtes absolument le dernier vrai grand cinéaste américain. Ça existe dans la vraie tradition. Oui. Ben, ce sera le mot de la fin, parce que l'heure a déjà passé. Barbet, on vous remercie.